Bienvenue pour la session cet après-midi. Nous allons commencer par notre prochain invité, c'est Fabien Tarissan, qui est chercheur au CNRS en informatique et qui s'est intéressé aussi à beaucoup d'aspects liés aux algorithmes du point de vue des sciences humaines et sociales. Il est aussi attaché à un labo qui est en sciences humaines et sociales. Il est également actif comme professeur attaché à l'école normale Paris-Saclay. Et donc, il va nous parler de biais des algorithmes et des discriminations. C'est ça, exactement. Vous m'entendez là, ça fonctionne? Tout a été dit sur l'introduction de qui je suis. Donc effectivement, je suis chercheur en informatique au CNRS sur des sujets un petit peu interdisciplinaires. Et alors, vous voyez dans le titre aujourd'hui, je vais peut-être rapprocher. Dans le titre aujourd'hui, j'ai mis au banc des accusés. Et pourquoi j'ai choisi ces termes-là? C'est parce que je vais illustrer les propos de la question des biais et des discriminations dans le contexte de déploiement d'outils d'IA, inspirés d'IA, dans le droit et la justice. Donc je trouvais ça intéressant de rajouter le banc des accusés pour dire que là c'était les algorithmes que nous allons essayer de regarder un peu plus précisément à travers deux thèmes qui sont importants que je vais contextualiser plus tard, mais essentiellement je vais rapprocher biais de la question technique, la manière dont on va mesurer des biais, notamment dans une approche quantitative d'informaticien et de mathématicien. Et je vais réserver le terme discriminatoire, mais si évidemment je l'utilise, c'est parce qu'il est en lien avec la question des biais, pour la question du droit. C'est la question de savoir si les effets des algorithmes, notamment d'IA, lorsqu'ils vont recommander une prise de décision, ont des effets discriminatoires ou pas. Et alors pour mettre en œuvre tout ça, on va systématiquement se placer dans un contexte. Alors si j'ai bien compris, vous êtes tous dans des masters, dans un ou plusieurs masters autour de data science, et donc l'IA vous connaissez, l'apprentissage vous connaissez. Donc ce que je raconte là, et toute première partie de mon exposé, je vais aller très vite parce que je pense que c'est des choses que 80-90% des gens connaissent. Donc ce que je dis là est rien de... c'est quelque chose que vous connaissez bien. On se place dans une situation dans laquelle on veut détecter quelque chose, on veut détecter les éléments qui sont bleus dans ces populations d'individus. Ici, il y a des ronds et des étoiles, on ne sait pas encore leur couleur, on essaie de prendre une décision pour savoir où sont les éléments bleus. On a un outil, typiquement qui est issu d'une phase d'apprentissage, dans laquelle il va y avoir une forme de recommandation, et l'outil va identifier des éléments, pardon, il ne faut pas que je me trompe de bouton, c'est vrai que c'est pas facile à prendre en main. Donc il considère, l'outil nous recommande, nous suggère de considérer que ce sont ces éléments-là, peu importe la raison, qui sont des éléments bleus. Et la réalité, ensuite on va confronter ce qu'on appelle en général une prédiction ici, moi je parle de recommandation, mais on peut le voir comme une prédiction, avec la réalité qui est que effectivement dans un certain nombre de cas, c'est là où je suis perdu. Dans un certain nombre de cas, il a eu raison. Il a eu raison de considérer que cela était bleu puisqu'ils sont bleus. Il a eu raison de considérer que cela n'était pas bleu puisqu'ils sont rouges. Et puis il y a deux parties dans lesquelles il a fait des erreurs. Il a considéré que cela était bleu alors qu'ils ne le sont pas. Et puis il a considéré que cela n'était pas bleu alors qu'ils le sont. Ça, je pense, c'est des choses que vous connaissez bien. Et la première chose que j'aimerais faire avec vous, juste avant de commencer l'exposé, c'est ce petit sondage. Ah oui, alors je vais parasiter le sondage d'avant. On va arrêter de faire le sondage d'avant. On va remplir mon sondage à moi. Donc je vous demande, pour ceux qui le veulent, d'aller sur ce petit site là, Slido, et de rentrer ce code et de me dire, selon vous, donc on ne sait rien d'autre que les effets, ce que fait l'outil face à une situation. Vous avez 5 modèles différents, 5 outils différents, vous voyez, qui font tous des erreurs, mais pas les mêmes types d'erreurs. La question que je vous pose, et elle est très intuitive, c'est selon vous, quels sont les bons modèles? Les modèles sur lesquels on a envie de s'appuyer pour prendre sa décision. Donc c'est des modèles pour lesquels, lorsqu'on va les utiliser, on ne saura pas lesquels sont bleus et rouges, on va simplement, là ce que l'on sait, c'est comment ils se comportent sur certaines données. Okay, et alors voilà, je vous demande de cocher, vous pouvez cocher plusieurs modèles qui seraient intéressants, et vous pouvez faire ce que vous voulez, raconter des choses, ou juste intuitivement, en regardant l'image, essayer de vous faire une idée de quels sont les modèles qui sont efficaces quoi, en termes de recommandations de prise de décision. Je précise, donc là je vais vous laisser juste une petite minute, je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse en réalité. Bon, pourquoi je fais ça? J'essaye de raccrocher en début d'exposé une intuition sur ce qu'est un bon modèle, ce qu'est un bon outil de recommandation, un bon outil de prise de décision. Et ensuite, on va dériver des définitions plus formelles, plus mathématiques sur cette question d'efficacité, cette question de mesure des biais. Et donc j'espère qu'à la fin de l'exposé, vous serez capable, quel que soit le modèle que vous avez choisi, d'associer la bonne définition, la bonne propriété, qui est pour vous, ce qui constitue un bon modèle. Alors je vais regarder, parce que moi j'ai les résultats en live. Combien ils sont, à peu près? Aucune idée.
C'est juste pour ça. D'accord, ok. Ah, mais ça marche pas, pardon. Là, j'avais pas déclenché, je suis désolé. On recommence. Ça y est, là, ça marche? Je suis désolé. Ok. Les bleus, c'est ce qu'il faut détecter. Donc, si un modèle parfait, ce serait un modèle qui a détecté que du bleu à l'intérieur et que du rouge à l'extérieur. D'accord? Mais évidemment, ils font tous des erreurs. D'une certaine manière, ils font tous des erreurs. Peu importe. C'est deux types il y a les ronds, les étoiles, il y a les hommes et les femmes, il y a les blancs et les afro-américains. On verra ça tout à l'heure dans le contexte de la justice et des outils qui sont utilisés aux États-Unis. C'est ce genre de réflexion. Peu importe la distinction, vous avez deux types d'individus et vous avez deux types de comportements. Celui que vous voulez détecter, le bleu, et celui que vous voulez. Vous voulez les bleus à l'intérieur, les rouges à l'extérieur. Ok? Oui, donc c'est peut-être moi qui n'est pas clair. Et puis surtout, c'est très décontextualisé ici. Oui, bah, je vois, ça y est, ok. Je laisse encore peut-être 10 secondes. Ok, alors c'est classique ce que vous répondez, donc là majoritairement c'est assez écrasant, donc on est déjà à 60 votes, je pense que... alors je sais, est-ce que si je fais ça... Non. Là normalement ceux qui sont en ligne... Ah vous voyez les résultats, non? Là. Ok, donc vous voyez, donc voilà, je ne peux pas l'afficher en même temps parce que c'est sur deux ordi différents. Mais là, ce qui ressort, c'est que plus de 90% d'entre vous, vous répondez le modèle B, c'est le plus efficace, c'est le bon modèle à utiliser. Si j'ai 5 outils différents et que je sais qu'on me donne des informations sur son efficacité, sur ce qu'il fait, c'est le B que je vais choisir. Alors, est-ce qu'il y en a parmi ceux qui ont voté B, qui veulent me dire pourquoi? C'est quoi vos arguments? C'est quoi votre intuition? Pourquoi est-ce que le B serait un bon modèle? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour argumenter son choix du B? Vous êtes 90% de 60 à avoir répondu ça, donc il y en a 50 ici. Ouais, il y a un plus petit nombre de rouges. Donc en fait, il fait très peu d'erreurs, puisqu'il y a très peu de rouges à l'intérieur par rapport aux autres. Et puis, de manière complètement symétrique, il y a assez peu de bleu qu'il a laissé sur le côté. Cette intuition que vous avez, c'est l'intuition qui est classique, c'est une intuition qui est basée sur la performance. C'est le modèle qui est le plus précis, le plus sensible. On verra ces définitions tout à l'heure si vous ne les connaissez pas, je les passerai en revue mais très rapidement. Et donc d'un point de vue de la performance brute, oui. Là? Est-ce que là-bas je suis plus capté, ça marche. Ok, j'essaierai de pas trop me déplacer, j'essaierai d'y repenser. C'est celui qui est le plus efficace. Et maintenant, on va voir, et on verra au fur et à mesure de l'exposé, pourquoi les autres modèles peuvent être intéressants. Bien qu'ils soient, et vous l'avez bien détecté en fait, moins efficaces. Alors, avant d'en arriver là, non, pardon, je me trompe. Avant d'en arriver là, on va passer en revue certaines choses. Alors, je vais être très rapide sur le 1 point, parce que pour moi, vous connaissez tout ça, mais j'aimerais quand même qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de principes. Ensuite, donc, le principe de l'apprentissage, en l'occurrence supervisé ici. Ensuite, on verra qu'est-ce qui est proposé concrètement dans le déploiement d'outils d'IA basés sur l'apprentissage supervisé dans le contexte juridique et judiciaire. J'essaierai de vous faire un petit panorama de qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle dans différents pays. Et ensuite, on se posera des questions, et c'est ça qui m'amènera sur la question des biais, sur la manière dont on perçoit, dont on évalue l'intérêt ou l'efficacité, j'ai dit ici, non, j'ai juste mis évaluer, mais on pourrait dire l'intérêt d'un modèle prédictif. Et on verra deux choses. On verra comment est-ce qu'on mesure l'efficacité du modèle. Donc ça, je pense aussi que vous connaissez. Je passerai un petit peu en revue les métriques. Et puis on verra une deuxième partie, qui est celle qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on mesure l'équité d'un modèle. Et j'essaierai de mettre ça en lien avec ce que j'aurais mis en 1.2, c'est-à-dire les différentes solutions qui sont proposées concrètement. Ah mais non, je n'ai pas besoin de répondre. Il faut un petit temps d'apprentissage aussi pour cet outil. Alors on va, donc là, je vais peut-être prendre 3 minutes maximum sur les 3-4 slides qui suivent. C'est juste pour remettre en contexte cette notion d'apprentissage supervisé, que je simplifie bien sûr ici. Donc en général, dans un apprentissage supervisé, on a une question, un problème, une tâche précise qu'on essaye de résoudre. Donc ça peut être, donc le grand classique, c'est étiqueter le contenu d'une image, ou encore plus simple, savoir si dans telle image il y a un chat, par exemple. Et dans les exemples que je vais prendre, qui sont des exemples réels, qui sont des exemples concrets, qui sont déployés aujourd'hui, ça peut être estimer le risque de récidive d'un prévenu. J'expliquerai dans quel contexte ça arrive, à quel moment ces outils interviennent dans cette estimation.
Ou, donc là on est dans du cas pénal, il y a un crime qui est commis, un délit ou un crime, ou dans un cas plus civil, qui est un peu plus commun, estimer un montant compensatoire. Donc vous êtes en litige avec, je sais pas, une société, avec un individu, et se pose la question de comment compenser s'il y a eu, effectivement un litige. Donc ça c'est voilà la tâche qui est proposée. Ensuite, donc ça c'est ce que j'appelle la question au critère. Ensuite on a des données observées sur lesquelles on peut poser ces questions. Donc si on veut étiqueter, si on veut répondre à la tâche d'être capable d'étiqueter le contenu d'une image, il nous faut des bases de données d'images pour apprendre à partir de ces exemples-là. Si on veut estimer le risque de récidive des prévenus, il nous faut des éléments sur des affaires passées dans lesquelles on a un descriptif des prévenus et on a une information sur le fait que la personne récidive ou pas lorsqu'on la relâche. Si on veut estimer des montants compensatoires, il nous faut des affaires, des litiges, dans lesquels on a la description des litiges, la durée des contrats, pourquoi ils ont été rompus, etc. et quelle a été la décision prise par les juges en termes de montants. À partir de ça, si on a ces trois éléments, donc on a des questions, des données et des réponses correctes pour ces données. Ah, pardon, je me suis encore décalé. Ah ouais, oui, vraiment. Ah, je suis désolé, ça me va pas. Je suis désolé, ça me va pas du tout. Non, il faudrait que tu ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, et donc une fois qu'on a ces trois éléments, le but, encore une fois, c'est un petit peu simplifié, mais le but d'un algorithme d'apprentissage supervisé, c'est d'établir une procédure de décision ici, de comprendre comment ces décisions ont été prises, pour qu'on ait une seule procédure de décision, mais qui soit la plus efficace possible, c'est-à-dire qui réponde le plus souvent possible vis-à-vis des réponses que l'on connaît sur les données que l'on connaît. Et l'idée, c'est que si on est bon sur cette phase d'apprentissage, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas bon sur des données qui sont fraîches, qui sont nouvelles. Alors comment c'est fait en pratique? En général, on distingue classification, régression, je pense que vous connaissez. Donc classification, c'est plutôt on essaye de mettre les individus dans des paquets, alors que la régression, justement, ça va être sur le fait de proposer un montant, un réel. Donc là, classification, c'est en général ce qui est fait sur le cas pénal que j'évoquais. Régression, c'est ce qui est fait sur le cas des contentieux et des montants compensatoires. Et donc on a différentes techniques. Évidemment, je ne vais pas passer en revue. Le but, c'est pas ici de faire un cours vu que vous avez ça, simplement de réinsister sur quelques points. D'abord, bien sûr, quand on dit qu'on donne des données à un algorithme, c'est pas vrai. En fait, on passe par toute une phase. Il faut se poser la question de quelles sont ces données. Alors, des données dans le cadre judiciaire, il y en a plein. Il y a des données civiles sur les prévenus ou sur les personnes qui sont partie prenante d'un litige. Il y a des informations sur les affaires passées similaires. Il y a des informations civiles. Il y a des données très, très, très hétérogènes. Et comme vous le savez, en général, on passe du temps à réfléchir sur quelles sont les données que l'on va extraire, quelles sont les informations que l'on extrait de ces données, qui, elles, vont être données à l'algorithme. Dans le cas du pénal, par exemple, ça paraît assez raisonnable de regarder le casier judiciaire de la personne qui est le prévenu, de regarder la gravité des faits pour lesquels il serait incriminé, sa situation en termes de travail, en termes d'âge, en termes de situation familiale, est-ce qu'il a des enfants, où est-ce qu'il vit, etc. D'accord ? Donc c'est ça, cette première phase, qui n'est pas du tout une phase automatisée, c'est une phase dans laquelle on se met d'accord. En général, des experts du domaine viennent essayer d'accompagner la mise en place de cet algorithme d'apprentissage pour extraire des données, des informations qui sont pertinentes, et c'est ce qu'on appelle un vecteur caractéristique. Et c'est ce vecteur caractéristique qu'on donne ensuite à un algorithme ici de classification. Cet algo de classification, il dépend complètement de l'architecture d'apprentissage qu'on a choisie. En général, on retrouve quand même systématiquement comme ingrédient cette histoire de, je pense que vous connaissez aussi, de poids et de seuil. Ce que j'ai essayé ici de représenter, donc là je vais tout d'abord parler des poids. Donc les poids, ce sont des réels que l'on attribue à chacune de ces variables et qui vont représenter l'importance de chacune de ces variables pour la prise de décision. Donc là, je le représente graphiquement, j'imagine que l'algorithme peut tester à un moment donné, oui c'est ça qui se passait tout à l'heure. Donc là, comment je fais pour remettre en plein écran? CTRL L. Parfait. Donc là, je représente le fait que peut-être que l'âge est un critère plus important que la gravité des faits ou le casier. Ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas, mais l'algorithme, dans sa recherche de la bonne procédure de décision, peut tout à fait tester si par hasard l'âge ne serait pas un critère de poids plus important que d'autres pour décider si le prévenu présente un risque de récidive. Second critère, c'est quand bien même on a décidé d'un certain jeu d'importance entre les variables, se pose la question de comment est-ce qu'on oriente, étant donné la valeur que l'on observe sur chacune de ces variables. Donc là, je représente, donc c'est ce qu'on appelle des seuils. Donc c'est là je représente le fait que peut-être que si l'âge est important, alors 42 est un âge particulièrement déterminant pour partir dans une prise de décision ou dans une autre.
Ce qui est important, donc là je dis évidemment n'importe quoi, je donne n'importe quoi comme chiffre, n'importe quoi comme importance, mais ce que je veux faire comprendre ici, c'est que lorsque l'on a fixé des poids et des seuils, dans cette vision un peu simplifiée de ce que sont les algos d'apprentissage, on a une procédure de décision. Il suffit de passer la grille des valeurs observées, de regarder l'âge et de regarder, donc là je le représente sous forme d'arbre de décision, évidemment tout ça dépend de l'architecture concernée, donc là j'imagine un arbre de décision, et vous voyez qu'on aboutit à la fin à une prise de décision. Prise de décision qui est en fait ici une recommandation. Et tout le jeu des algorithmes, c'est essayer de faire en sorte que, en fonction des combinaisons des poids et des seuils, la prédiction qui est faite par l'algorithme soit le plus souvent possible associée à la bonne réponse, c'est-à-dire celle qu'on a vis-à-vis des données d'observation. Et tout le jeu, je dirais en fait toute la beauté, je ne sais pas si Nicolas est d'accord, mais toute la beauté mathématique et informatique qui est derrière, c'est de savoir comment naviguer dans cet espace de configuration possible, comment modifier les poids et les seuils, pour n'explorer qu'une infime fraction des prises de décision possibles, mais qui sont les bonnes, qui permettent in fine de progresser pour l'algorithme dans la capacité à proposer quelque chose qui correspond aux observations. Donc petit à petit, l'algorithme va changer les combinaisons et puis petit à petit réussir à avoir des réponses qui sont de plus en plus en relation avec les véritables bonnes réponses qu'on cherche à reproduire. Le cas de la régression, c'est la même chose. Hein. Oui. Non, celles-là, c'est les données d'apprentissage. C'est les données d'apprentissage pour lesquelles on a déjà la réponse. C'est ce que je vais dire après. Mais cette phase d'apprentissage, ce que fait l'algo au moment de l'apprentissage, c'est ça. Il se sert des données en elles-mêmes, il se sert de ce qu'on appelle la bonne réponse, mais on pourrait questionner ce que veut dire la bonne réponse. Quand un juge prend une décision, est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, qui est plus un débat philo-droit, mais en tout cas, du point de vue de l'algo, de la manière dont on utilise ces algorithmes, on considère que c'est la bonne réponse. On cherche à reproduire la décision des juges, associée aux observations. C'est-à-dire, lorsque les juges relâchent ces individus, est-ce qu'ils récidivent ou pas? Régression, c'est la même chose, sauf que c'est d'autres techniques, mais c'est un peu la même chose. Il faut imaginer ici qu'on a en fait autant de dimensions, donc là je l'ai représenté en 2 dimensions, mais en fait on en a 30, 100, une centaine, enfin, ça dépend des cas, dans lesquels vous avez chacune des variables est représentée sur une dimension. Donc là on va avoir la durée des mariages, on va avoir le nombre des enfants, on va avoir le revenu d'une personne, le revenu de l'autre personne, etc. Donc tout ça c'est une dimension, et puis on a en abscisse la prestation compensatoire, et le but de ces algorithmes de régression, c'est d'essayer de trouver une manière, de naviguer au milieu de ces points, ces observations, qui soit la meilleure possible. Et donc ça fournit une forme de recommandation, puisque maintenant si on a une nouvelle donnée, effectivement, on va pouvoir regarder comment se positionne la courbe qui semble le mieux passer sur les données d'apprentissage, et ça va nous fournir un élément, un montant qu'on va pouvoir recommander. Dans les 2 cas, quelles que soient ces architectures, ce que j'aime bien, c'est ce dessin qui me semble très clair et qui revient sur ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a 2 parties en réalité. Il y a la partie apprentissage, c'est tout ce que j'ai raconté ici, dans lequel l'algorithme est nourri par ces vecteurs caractéristiques, il se confronte systématiquement à ce qui est marqué ici comme label, c'est-à-dire ce que j'ai appelé moi les bonnes réponses, et petit à petit, par le jeu de la manière dont il change les poids et les seuils, entre autres, il arrive à améliorer sa performance, sa capacité à proposer des recommandations qui correspondent aux observations. À un moment donné, pour différentes raisons ou différents critères, l'algorithme s'arrête, et lorsque l'algorithme s'arrête, la sortie de cet algorithme, c'est justement d'avoir fixé une procédure de décision, c'est-à-dire typiquement d'avoir fixé un jeu de poids et de seuil qui, pour cette phase d'apprentissage, est la meilleure possible. Enfin, supposément la meilleure possible, puisqu'il n'a pas pu tout explorer, si ça se trouve, il existe une combinaison qui est un peu meilleure, mais le principe et l'efficacité de ces algorithmes, c'est ça, c'est d'avoir trouvé un jeu de combinaisons qui permettent de prendre une décision. C'est là où on tombe dans ce qu'on appelle des modèles, et notamment des modèles prédictifs, parce que justement, la destinée de ces modèles, c'est d'être appliqués sur des données neuves, sur lesquelles on n'a plus les labels, on n'a plus les bonnes décisions. Mais l'idée, c'est que si on a été bon sur cette phase-là, il n'y a pas de raison qu'en prenant une nouvelle affaire, en extrayant exactement le même vecteur caractéristique, en le passant au crible de ce critère de décision, eh bien la recommandation qui soit faite ne soit pas une bonne recommandation. Okay ? Alors que sont ces documents, ces vecteurs caractéristiques, ces étiquettes? Je l'ai déjà un peu dit, dans le cas du droit, ça va être des affaires, des jugements. Les vecteurs, ça va être, dans le cas pénal, ça va être typiquement, essentiellement le profil d'un prévenu, donc son âge, son domicile, c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure, âge, domicile, travail, casier judiciaire, gravité des faits. Et dans le cas d'un litige, c'est souvent la description du contrat, donc le durée, les âges, les revenus des personnes, etc. Ça dépend du type de contrat. Je prenais le cas du mariage tout à l'heure, mais il y a d'autres types de contrats, bien sûr. Et les étiquettes, ce qu'on appelle les étiquettes, alors là, évidemment, ça dépend complètement des problématiques
problème. En général, on distingue entre deux grandes catégories d'étiquettes. Les étiquettes qui sont discrètes, c'est le cas de la récidive. Vous verrez que l'outil dont je vais vous parler juste après, Compass, mais il y en a d'autres aux États-Unis, étiquette les individus sur une échelle discrète. C'est-à-dire que les gens sont positionnés entre 1 et 10, mais c'est des entiers. Et je redécrirai ça tout à l'heure. Ou alors continue. Donc ça, c'est typiquement le cas des montants compensatoires. Là, c'est un vrai chiffre, un montant qui est proposé, enfin qui est imposé du coup suite à la rupture d'un contrat. Ok. Donc sauf je suis allé très vite parce que je considère que vous savez ça. Mais si vous voulez que je détaille juste un petit point ici, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites. Vous levez la main et je passe un peu plus de temps là-dessus. Mais je pense que c'est des choses que vous connaissez bien. C'est ça? Vous connaissez. Alors regardons un peu ce qui est proposé dans le cadre de la justice. Première chose, alors je vais regarder juste le temps que j'ai. Oui. Donc il y a différents modèles. Évidemment, ce n'est pas exhaustif ici, mais j'ai essayé de vous montrer 3 exemples de types d'applications très différents. Le premier, c'est celui sur lequel je vais revenir après, c'est l'évaluation du risque lié à une liberté provisoire ou une liberté conditionnelle. L'idée dans ces juridictions, donc ça c'est fait aux États-Unis, c'est pas fait en Europe, c'est pas fait en France. Mais aux États-Unis, tous les tribunaux sont équipés d'outils. Alors, je prends Compass ici, mais il en existe d'autres. Compass est le plus connu. Dans lequel, ah oui, il faut que je vous explique la situation. Donc, vous avez un prévenu, donc vous avez une personne pour laquelle vous n'avez pas encore jugé s'il est coupable ou pas d'un crime. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous faites de cette personne dans l'attente du procès? Est-ce qu'il reste en détention, alors qu'en fait, on ne sait pas encore s'il est coupable, mais parce que quelle que soit la raison, ou est-ce qu'on le relâche dans l'attente du procès? On verra bien après le procès. Dans cette prise de décision des juges, donc ça je le place dans le contexte américain, mais évidemment c'est partout, dans tous les pays. Mais dans la prise de décision, il y a différents critères qui interviennent. Parmi ces critères, qui sont des critères juridiques, c'est le risque si on relâche la personne. Alors il y a plusieurs risques posés, mais entre autres, un risque de commettre un délit ou un crime. Ça c'est le premier, et le deuxième c'est est-ce que la personne va se présenter le jour de son procès, ou va s'enfuir. Bon, ben dans cette tâche-là du juge, donc on n'est pas sur le fond de la culpabilité, dans cette tâche-là de savoir qu'est-ce qu'on fait de la personne, est-ce qu'on relâche ou pas, aux États-Unis, tous les tribunaux et donc tous les juges sont équipés d'outils qui fournissent un score. Donc le plus connu c'est Compass, donc ça fournit le score de Compass. Le score de Compass c'est un entier entre 1 et 10. 1 ça veut dire très peu de chances qu'ils commettent un crime et un délit et très peu de chances qu'ils ne se présentent pas le jour de son procès. 10 c'est énormément de chances. Et donc bien sûr toute la question c'est de savoir, et je le poserai un petit peu en ces termes tout à l'heure, c'est quel poids ça a dans la prise de décision des juges. En France, en Europe en général, le pénal ne permet pas de faire ça, et donc il n'y a rien qui est proposé là-dessus. En France, typiquement, vous avez 2 sociétés qui... Ah là là, oui, CTRL L. Il y a 2 sociétés qui se sont fait connaître sur ce terrain. Predictis qui se positionne plus là-dessus maintenant, et Keslow Analytics qui fonctionne encore. Ce sont 2 entreprises. Le but, vous voyez, dans le premier, c'était d'équiper les tribunaux, donc on rentre dans la sphère publique, on rentre dans les tribunaux. Là, le business model, j'ai envie de dire, de ces entreprises, c'est soit des cabinets d'avocats, soit des grandes entreprises qui ont des départements juridiques. Et le but, c'est d'aider ces personnes-là, ces juristes, à prévoir ce qui peut se passer, souvent dans le cadre de contentieux. Donc on va apprendre à partir de données, on va prendre des affaires similaires à celles qui vont se présenter, et l'outil va dire, ben voilà tant de pourcents de chances de gagner, si vous gagnez, voilà tant de pourcents de chances de récupérer tant d'argent. C'est à ça que ça sert, et vous voyez que les slogans qui sont utilisés par ces sociétés, c'est vraiment basé là-dessus, c'est optimiser votre stratégie juridique. Essayer de comprendre quelles sont les affaires qui sont intéressantes et comment combiner tout ça. Quantifier le risque juridique par l'intelligence artificielle. Et puis au Royaume-Uni, on avait eu quelque chose qui m'avait semblé particulièrement intéressant, puisque vous voyez dans les 2 premiers cas, c'est à la sphère du professionnel. Le dernier, c'est la sphère des citoyens, puisque l'idée c'était d'avoir un espèce de chatbot sur lequel, en tant que citoyen, vous pouviez rentrer la description de votre affaire qui vous concernait. Donc peut-être vous avez un litige particulier, vous décriviez votre affaire, vous aviez un chatbot qui conversait avec vous, et à la fin, ce chatbot vous disait, étant donné mes connaissances, vous avez 80% de gagné si vous portez ça au tribunal. Et le business économique derrière, c'était que derrière ce 80% de chances de gagner, on vous renvoyait vers des cabinets d'avocats. Donc les cabinets d'avocats payaient en fait cette manière de récupérer des citoyens avec la description d'une affaire particulière.
Alors pourquoi alors pardon, je vais passer ça. J'y reviendrai peut-être après sur les papiers scientifiques. Alors prenons le cas Compass parce que c'est lui qui va nous amener sur le débat des biais discriminatoires. Là vous avez, je disais tout à l'heure qu'il y avait un vecteur caractéristique, vous avez là le vecteur caractéristique qui est utilisé par Compass pour l'estimation du risque de récidive. C'est un espèce de survey, alors je ne sais pas à quel point, ah non, il ne faut pas que je me déplace trop. Je ne sais pas à quel point vous arrivez à lire. Vous avez différentes parties, c'est un espèce de questionnaire dans lequel on remplit pour le prévenu et le prévenu remplit lui-même une partie. Vous voyez à gauche, vous aviez ce que je vous disais tout à l'heure sur la description du casier judiciaire. Vous aviez combien de fois est-ce que cette personne a été arrêtée pour trépassement d'une propriété privée. Une fois, manifestement. Combien de fois il a tué quelqu'un? 0 fois. Vous voyez, vous avez une description en fait de son passé criminel ou passé judiciaire. Ce qui a mis en lumière Compass et qui en a fait un débat public, c'est la partie à droite, qui est un petit peu plus litigieuse d'un point de vue. Alors j'ai perdu mon pointeur, comment ça marche? Voilà. Ce sont des questions, donc on confronte le prévenu à un questionnement, des dilemmes moraux, et on voit comment il réagit. Donc c'est des dilemmes. Moi ça me fait penser vous savez, quand vous allez aux États-Unis, vous remplissez, on vous dit est-ce que vous avez des projets d'attentat ou tout ça. Bon ben là il faut répondre au strongly disagree à tout. Hein. C'est donc les next statements about your feelings and beliefs about various things, et on doit dire, donc on nous met en face de situation, on doit dire est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord. Donc voilà le premier statement. The hungry person has the right to steal. Donc vous avez une personne qui a faim, elle a le droit de voler. Vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Donc en général, il faut répondre non. Je cherche un endroit où est-ce qu'il a répondu oui. Alors là, il a répondu pas sûr. Si quelqu'un insulte mes amis, ma famille ou un groupe, alors c'est qu'il cherche des problèmes. Et ben là, il dit je sais pas, peut-être, effectivement. Et donc ça, c'est des variables. Vous voyez, il y a 135 variables. C'est le vecteur caractéristique de 135 coordonnées qu'utilise Compass pour répondre à ces questions-là. Alors ça fait débat, entre autres, à cause de ce genre de questions qui sont pas des questions factuelles sur le passé de l'individu, mais sur son positionnement moral. Donc c'est pour ça qu'il a été connu, et il a été connu aussi à cause de cette étude, qui me semble intéressante, qui est une étude faite par ProPublica, qui a essayé d'estimer si le score de Compass était biaisé ou pas. Ils l'ont fait de façon très propre et très convaincante, parce qu'évidemment vous voyez, dans cette question-là, il faut comprendre comment le juge prend une décision. Il y a un score qu'on passe, le juge prend une décision. Mais comprendre le lien entre le score et la prise de décision du juge, c'est compliqué. Parce que le juge, il prend une décision, bien sûr, avec Compass, mais avec tous les autres éléments. Avec son expérience, avec le droit qui l'amène à prendre une décision, etc. Donc c'est très dur de faire le lien entre les deux. Ils ont fait quelque chose d'autre, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus neutre. Ils ont dit, toutes les personnes, en fait, donc ils ont récupéré le logiciel Compass, ils l'ont calibré, tout ce qu'il faut, ils ont repris toutes les données qu'on avait, et donc on est capable de calculer le score Compass de tous les individus. Ensuite, indépendamment de la manière dont ça influence le juge, il y a des gens qui sont relâchés et des gens qui ne sont pas relâchés. Parmi les gens qu'on relâche, tous ces gens-là, ils ont un score Compass, et parmi ces gens qu'on relâche, il y a ceux qui récidivent, ils ne sont pas encore condamnés, donc qui récidivent, qui commettent un délit ou un crime, et des gens qui ne se présentent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a relâchés, on n'aurait pas dû les relâcher. Du point de vue de la tâche de l'algo, et là je reviens vraiment au basique de ce que je disais tout à l'heure, l'algo on lui a donné une tâche et il a été performant pour cette tâche, tous ces individus-là, ils ont le même comportement, on les a relâchés, on n'aurait pas dû. Quel que soit le score de Compass concret, ce score doit être le même pour tous ces individus puisqu'ils ont le même comportement, dans la philosophie. Hein. Et là, l'étude dit, on va séparer en deux les blancs et les afro-américains. Et on va regarder quand est-ce qu'on s'est trompé. Et on s'est 2 fois plus trompé, c'est ce que nous dit en bas. Les blancs qui ont récidivisé ont le plus souvent été catégorisés à faible risque que les afro-américains. Dans l'autre sens, vous relâchez des gens, ces gens-là, ils ne commettent pas de crime, et ils se présentent le jour de leur procès. Donc on a bien fait de les relâcher. Peu importe le score qu'on passe, ils devraient tous avoir le même. Ils devraient tous être plutôt bas, parce que c'est des gens qui se comportent bien quand on les relâche. Maintenant, regardons combien de fois l'algo s'est trompé et les avait classifiés à haut risque. C'est pareil, vous avez 2 fois plus de chances si vous êtes afro-américain d'être classifié à haut risque, alors qu'en fait, quand on vous relâche, il ne se passe rien et que vous venez au tribunal. Conclusion, donc très propre comme démarche scientifique, très solide, je ne sais pas ce que vous en pensez, très convaincant. Conclusion, ce logiciel est, donc, vous voyez, c'est même pas la conclusion, c'est en dessous du titre de l'article. Their software used across the country to predict future criminals and it's biased against black. Et ils en font la démonstration limpide. Ce qui est particulièrement intéressant, et qui va nous amener sur le terrain plus scientifique, c'est de regarder la réponse de Compass. 2 mois plus tard, Compass publie une étude avec, alors bien sûr, vous voyez, ça commence par We strongly reject the conclusion that Compass rescale are racially biased against blacks, mais c'est leur démonstration que je trouve particulièrement éclairante pour penser la question des biais et des discriminations. Ils disent 2 choses. Ils disent ProPublica, pardon, je bouge trop. ProPublica
did not take into account the different base rates. J'y reviendrai plus tard. Conservez juste pour le moment base rates parce qu'on va y revenir un peu plus tard. La partie intéressante pour ce moment, c'est là. ProPublica wrongly defined classification terms and measures of discrimination. C'est pas que ce qu'ils ont fait est faux d'un point de vue du calcul ou d'un point de vue scientifique. Ce qu'ils ont calculé, ils ont bien utilisé le logiciel, ils ont bien calculé cette manière, ces espèces de faux positifs que je décrirai un peu après. C'est pas vraiment des faux positifs. Mais ils n'ont pas utilisé la bonne définition de ce qu'est un biais. Et ils disent, en fait, c'est pas ça la bonne définition, c'est pas de regardons ce que fait la population quand on le relâche et divisons en deux, c'est regardons comment est-ce que l'outil classifie à haut risque et quand est-ce qu'il se trompe. Et si vous faites ce calcul-là, donc là je sais que pour le moment, ça semble être un peu la même chose que ce que j'ai dit avant, parce qu'il y a une histoire de on relâche, on se comporte bien ou pas, et puis on est afro-américain ou pas. Mais si on le fait dans ce sens-là, le calcul, si on mesure cette manière-là d'être biaisé, alors on est sur des chiffres tout à fait équilibrés. Donc on n'est pas biaisé. Mieux encore pour Compass, si vous voulez vraiment voir une discrimination, si vous voulez regarder le 41 et le 35, où est-ce qu'ils tombent sur les blancs. Donc s'il y a discrimination, c'est vers les blancs, vers la population blanche et pas vers les afro-américains. Et donc là, on a deux discours, deux manières propres, scientifiques, de progresser pour mesurer et quantifier les biais, et on a abouti à deux conclusions qui sont radicalement différentes. La première dit c'est biaisé de manière manifeste et forte, et l'autre dit absolument pas, on est complètement équilibré, et d'ailleurs si on voulait voir une discrimination, c'est pas du tout dans le sens que vous suggérez. Alors pour ça, essayons de voir un petit peu comment est-ce qu'on mesure ces choses-là. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ces deux conclusions-là? Parce qu'en fait, évidemment, les deux, ProPublica comme Compass, ils ont réutilisé des éléments scientifiques de la littérature qui sont en fait bien connus. Et c'est cela que j'aimerais vous évoquer avec vous. Alors le premier, c'est la partie rapide que je vais faire, parce que c'est pareil, je pense que vous le savez. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, on a une prédiction, on fait une prédiction, on confronte la prédiction à la réalité, et bien on a ce qu'on appelle, et je ne vais pas le redéfinir ici parce que je pense que vous le connaissez, ce qu'on appelle les vrais positifs et les vrais négatifs, c'est exactement les bons comportements du modèle, et puis on a les deux types d'erreurs, les faux positifs et les faux négatifs. Et bien sûr, dans l'évaluation de l'efficacité de ces modèles, de la performance de ces modèles, on regarde ces chiffres-là. Alors les grands classiques, c'est accuracy, en particulier, surtout precision and recall, donc la précision de la prédiction, donc on se concentre vraiment sur la partie positive du point de vue du modèle et on regarde combien de fois il s'est trompé. La partie recall, c'est ce qu'on appelle en général en français la sensibilité, c'est-à-dire on se concentre sur tout ce qui est bleu, tout ce qu'on voulait capturer, et on regarde quelle est la proportion qui a effectivement été capturée par le modèle. Et évidemment, comme c'est des visions orthogonales de la performance, on utilise un dernier score qui est une moyenne harmonique, qui est le F-score. Et le F-score nous donne une indication de à quel point, à la fois lorsque le modèle prédit quelque chose, il est correct, et à la fois lorsqu'il y a quelque chose qu'on aimerait capturer, il arrive à le capturer. C'est ça que nous dit le F-score. Ok, ça vous connaissez aussi, grosso modo. Maintenant, rajoutons la dimension qui va nous amener à parler des biais. Donc la tâche, c'est plus seulement, on a une tâche de classification ici binaire et on a un modèle prédictif, c'est on a aussi différents groupes distincts dans la population. Donc là, je simplifie avec des ronds et des étoiles. Donc vous pouvez considérer des hommes ou des femmes si vous voulez faire une distinction quand on parle notamment des embauches, j'en parlerai juste dans le prochain slide, ou dans le cas qui nous intéressait, celui que j'ai décrit, les blancs et les afro-américains. Et la question, c'est comment, en plus de ces métriques performatives, on va rajouter des métriques qui vont nous parler de l'équité du modèle. Bon, là aussi, en fait, on n'est pas démunis, la littérature depuis très longtemps a proposé des manières de définir, des manières de quantifier ce qu'était la notion d'équité. Alors c'est une dans la grande famille des équités, on a une branche qui est l'équité entre les groupes, la groupe fairness, et là je vous liste quelques-unes des définitions. Alors je ne sais pas à quel point vous les avez déjà vues ou vous les connaissez, on va en voir quelques-unes ensemble. Comment est-ce qu'elles se positionnent, ces choses-là? Alors je vais commencer par une des plus connues, qui ne nous intéresse pas dans le cas judiciaire, mais qui nous permet de se familiariser avec ça. Donc vous voyez maintenant, on a une prédiction, on a une réalité, et on retrouve le schéma du début, c'est-à-dire qu'on a à la fois des ronds et des étoiles, c'est-à-dire deux types d'individus. La demographic parity, ou la statistical parity, nous dit ça. Elle nous dit qu'un modèle est réputé préserver la parité démographique si la capacité pour le modèle à détecter des positifs, que ce soit des vrais positifs ou des faux positifs. C'est-à-dire le fait de capturer des éléments là-dedans, la proportion de ronds est la même que la proportion d'étoiles. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est très utilisé dans le cadre d'embauche. Le contexte classique de cette métrique-là, c'est vous avez un poste, vous avez des centaines de candidatures, vous faites un premier tri dans lequel vous allez auditionner des gens. D'accord? Cette phase-là, dans certains cas, elle est justement appuyée par des outils d'aide à la décision. Ce que dit cette métrique,
c'est que vous devez, si vous faites si votre distinction ici c'est homme-femme, eh bien vous devez auditionner autant de proportions d'hommes parmi les candidatures hommes que de proportions femmes parmi les candidatures femmes. C'est ça que nous dit, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle la démographique parity, c'est souvent parce qu'on prend ce genre de contexte-là. Alors si on le fait là sur ce cas-là, empiriquement là-dessus, ben on se rend compte que ce modèle-là, c'est-à-dire cette manière de faire de la recommandation ici, elle n'est pas très équilibrée puisqu'on a une préférence vers les étoiles par rapport au rond. Donc ça nous dirait, le test sur ce critère-là, sur cette définition de biais, nous dirait que le modèle n'est pas très bon. Regardons un autre, un peu plus structuré, un peu plus précis. Il nous dit quoi? Celui-là, il nous dit, si on regarde la population des ronds et la population des ronds qui sont des positifs, quelle est la proportion de ronds positifs qui sont capturés par le modèle? Et bien, quelle que soit cette proportion-là, elle doit être la même pour les ronds que pour les étoiles. Qu'est-ce qui se passe si on fait le test ici? Et ben, ça nous dit que c'est à peu près équilibré. Je dirais que 71 et 86, on n'est pas très éloigné. Prenons une autre variante, c'est celle qu'on appelle la false positive rate parity. Elle nous dit quoi? Si on est un rond et qu'on ne doit pas être capturé par le modèle, quelle est la proportion de ronds rouges qui sont faussement capturés par le modèle comme des ronds bleus? Et quelle que soit cette proportion doit être équilibrée avec le fait d'être une étoile. Qu'est-ce que nous dit cet exemple-là? C'est que ça ne marche pas du tout. Enfin, sur ce cas-là. Ce modèle-là ne respecte pas du tout la false positive rate parity. C'est exactement ce qu'a fait ProPublica. Il ne l'a pas fait par hasard, il ne l'a pas redécouvert, évidemment, c'est cette métrique-là qu'il a utilisée. Vous le voyez, donc là, ça veut dire que dans le cas ProPublica, les étoiles sont les Afro-Américains, c'est ça qui se passe. Vous voyez, les Afro-Américains qui, lorsque vous les relâchez, ne commettent pas de crime et se présentent à leur procès, ils sont là, et bien ceux-là, ils sont 9 sur 10 sont capturés par le modèle, c'est-à-dire qu'ils sont considérés à haut risque par le modèle. Vous regardez les blancs qui ont un bon comportement lorsque vous leur relâchez, ne commettent pas de crime et ils viennent au procès, et bien il n'y en a que 3 sur, je ne sais pas combien, sur 16 qui sont capturés. D'où cette disproportion. Exactement l'argument de ProPublica, exactement le genre de situation qu'on avait sur le cas Compass. Et vous voyez maintenant que je ne vais pas changer le dessin, je vais juste changer la définition. Essentiellement, je vais inverser ici le M et le O. Je vais changer l'observation du côté avec le modèle. Si je fais ça, on tombe sur une autre métrique, qui est la Predictive Rate Parity, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'un modèle est réputé préserver la parité en taux de prédiction si, lorsque le modèle considère quelqu'un positif, c'est-à-dire ici à haut risque, alors il est effectivement, on l'observe effectivement au risque. Et bien cette proportion pour le modèle d'être efficace, d'être bon quand il prédit que quelque chose est à haut risque, doit être la même pour les ronds que pour les étoiles. Si je fais sans avoir changé le dessin du tout ce calcul-là, j'obtiens quelque chose d'équilibré sur cet exemple-là. Et c'est exactement l'argument donné par Nurse Point qui s'appelle maintenant Equivalent. Et vous voyez que j'ai rien changé sur la situation. On est sur la même situation, sur la même observation. On a juste deux manières de calculer, et qui sont même d'ailleurs très proches, puisqu'on renverse juste la manière dont on définit les groupes. Dans l'un, on regarde ce qui se passe et on voit sur ce qui se passe que fait le modèle. Sur l'autre, on regarde ce que fait le modèle et sur ce que fait le modèle, on regarde ce qui se passe. Juste cette différence-là dans la définition, dans la quantification, conduit à des conclusions radicalement différentes. Alors là, quand on est là, qu'est-ce qu'on se dit? Moi, je me dis, toutes ces notions d'équité, elles sont tout à fait raisonnables. En fait, il faudrait qu'elles soient toutes intégrées dans les outils. Donc, est-ce que ce ne serait pas un défaut de Compass ou un défaut d'autres outils d'IA qui simplement privilégient une certaine forme d'équité par rapport à une autre? Donc, est-ce qu'il existe des techniques d'apprentissage, supervisées en l'occurrence ici, qui nous permettraient d'avoir plusieurs notions d'équité, notamment ces deux-là ou ces trois-là que j'ai évoqués? Et la réponse est négative, et c'est un non définitif, c'est un non mathématique. On démontre qu'il n'est pas possible, alors sauf dans deux cas, donc sauf si le modèle est parfait, donc sauf si on ne fait pas d'erreur, donc si on ne fait pas d'erreur, il n'y a pas de biais, donc là ok. À partir du moment où on fait une erreur et si les différents groupes, donc les ronds et les étoiles, n'ont pas les mêmes répartitions en rouge et bleu, c'est ce qu'on appelle le equal Bayes rate, c'est pour ça que North Point y faisait référence dans son document de réponse. Donc, sauf dans ces deux cas, il n'est pas possible d'avoir à la fois un modèle qui respecte la parité démographique, l'égalité des chances, la parité en taux de prédiction. Et on a démontré plus tard qu'en plus, donc là c'était les trois en même temps, on a même démontré que c'était pas possible 2 à 2. Donc il n'y a pas de sortie ici. D'accord ? À partir du moment où je prends un modèle, un outil d'IA, qui fait de la recommandation, que je fais en sorte qu'il respecte une des deux propriétés qui m'intéressaient, je pourrais le mettre en défaut sur l'autre. Ce que nous dit North Point, c'est de dire si jamais, en fait ils sont toujours perdants, si vous voulez.
S'ils avaient respecté la définition de ProPublica, ProPublica aurait fait une autre étude pour montrer qu'ils étaient en défaut par rapport à l'autre définition. Et on y arrivera toujours. On y arrivera toujours. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est... Alors, oui, si, je voulais voir quand même combien de temps. À 10, je dois finir, et il est 16, oui, d'accord. Ok, alors je vais aller très vite là-dessus, mais c'est la fin de toute façon. Il y a plusieurs questions qui se posent. Une question on peut aller là-dessus si vous voulez qu'on en discute, mais j'ai pris le cas de la justice parce que celui qui m'intéressait, ce sont des vrais cas, c'est des outils qui sont déployés, et ça me permettait de parler de ces choses-là, mais je pense, enfin, à moins que vous soyez particulièrement intéressé par le domaine de la justice et du droit, auquel cas on peut rentrer dans les questions, je vais laisser ça un petit peu de côté, mais se pose la question de comment ça impacte concrètement. Là, ça nous montre, c'est quand même des études théoriques sur le score qu'on passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça influence les juges dans la prise de décision. Est-ce qu'il y a véritablement des biais dans les prises de décision? Et puis, à partir du moment où on a des éléments qui arrivent dans les affaires comme ça, est-ce qu'il y a des moyens de faire recours? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on a quelques affaires qui nous permettent de savoir comment ça se passe. Et si vous voulez, on creuse ça. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de revenir sur cette partie-là, et notamment sur le premier. Il ne faudrait surtout pas que la conclusion de ce qu'on vient de dire, en tout cas de ce que je viens de dire, ce soit débarrassons-nous de ces outils-là. Là, je viens de dire, j'ai placé ça dans le contexte de l'IA, j'ai dit on a les outils d'IA qui nous font la recommandation. Si on est bon sur une métrique d'équité, on est mauvais sur une autre, il n'y a pas d'échappatoire, on ne pourra jamais être bon sur les deux. Donc, une conclusion pourrait dire, on se débarrasse de ces outils, ils ne seront jamais bons. Sauf que si on va regarder comment on démontre ces théorèmes, ils n'ont rien à voir avec l'IA. Ils partent du constat, ils partent de l'hypothèse qu'on va faire des erreurs et que les groupes ne sont pas homogènes les uns avec les autres. À partir du moment où il y a une décision qui sont prises, quand bien même qu'elles soient épaulées ou non par des outils techniques, par l'IA, à partir du moment où il y a des erreurs et que les groupes d'individus ne sont pas les mêmes statistiquement parlant, alors il y aura des biais discriminatoires. Et donc la réponse ne peut pas être on se débarrasse des outils. Une autre façon de le dire, c'est lorsque les juges, à moins que les juges ne fassent jamais d'erreur, les juges aussi, lorsqu'ils prennent des décisions, dans ces cas-là, ont un biais discriminatoire d'une manière ou d'une autre. Ce qui me paraît aussi intéressant à souligner avant de faire un dernier test et vous donner la parole, c'est que le théorème, c'est vraiment un théorème mathématique fort, mais aussi très contraint. C'est-à-dire que l'égalité parfaite n'est pas possible. Mais en fait, les études récentes nous montrent qu'on est quand même capable de contrôler la distance à des équités optimales. Donc il n'est pas dit qu'on ne soit pas possible de construire des outils pour lesquels on n'est pas égal parfaitement, mais on n'est pas très loin en démographic parity, pas très loin non plus en predictive rate parity, etc., dans les différentes métriques. Il semble que les techniques récentes sont capables d'intégrer ces différentes conceptions pour ne pas être trop écartées. Et puis la question qui me paraît importante, ça je veux bien en discuter avec vous, et ça a déjà été un petit peu évoqué aussi ce matin en termes de pratique, c'est que ce qui est particulier ici dans le cadre de la justice que j'évoquais, c'est que les juges ou les avocats sont exposés à ces outils sans vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Et donc ça leur permet pas d'être en position de maîtrise de ces outils et donc de prendre leurs décisions en pleine expertise de l'outil sur lequel ils s'appuient pour leurs décisions. Et alors, dernière chose que j'aimerais faire, avant de vous donner la parole, si j'arrive à... J'ai perdu... Ah. Je peux faire ça peut-être. Je suis bloqué. Ça marche plus. C'est de retourner sur le sondage. Ni ça, ni le... en tout cas, non, ça répond plus. Et pour l'instant, je vais faire en place. Vas-y, on échange. C'est bon? Ok, non, alors justement, voilà. Donc, on va retourner sur le sondage, mais on va changer la question. Enfin, plutôt, je vous repose la question. On va reprendre les mêmes modèles, mais maintenant que vous avez cette notion d'équité en tête, je vais peut-être mettre plutôt la version grande. Essayez de me répondre à la question. Quel est selon vous le bon modèle? J'ai reperdu. Ok, donc on reprend ces modèles, et maintenant la question c'est quels sont les modèles qui sont pour vous les plus équitables? Donc, pareil, je vous laisse 30 secondes, après on regardera ce que ça donne. On va regarder un petit peu le tableau final, justement.
Alors là, majoritairement, 51% des votes sur à peu près une soixantaine, 53, vous prenez le dernier modèle. Alors pourquoi vous prenez... Alors c'est intéressant, vous avez pas tort, vous voyez. Donc j'ai mis ici les valeurs, donc les différentes métriques que j'évoquais tout à l'heure, donc accuracy, precision, recall, F-score, et puis j'ai mis à droite les trois définitions d'équité. Donc, on retrouve, si on regarde le modèle B que vous choisissiez tout à l'heure, vous aviez raison, hein, c'est celui qui est le plus performant. Vis-à-vis de ces métriques-là, de la partie gauche, c'est-à-dire la partie performance brute, c'est celui qui est le plus efficace. Il est assez précis, il a une sensibilité quasi parfaite, donc du coup, il a un F-score qui est le plus élevé. Par contre, il était le moins bon en termes d'équité, enfin, il faisait partie des deux pas très bons en termes d'équité. Les autres, ils arrivent tous à capturer, celui-là il capture plutôt la FP parity, celle-là il capture à la fois, vous voyez, il est parfait en false positive parity, mais aussi en predictive rate parity, et celui-là il est très bon dans les deux premiers. Vous voyez ce que je voulais vous montrer là, et pourquoi je vous ai fait aussi vous concentrer sur la question de l'équité, sur lequel vous m'avez donné un des modèles qui est effectivement très bon d'un point de vue de l'équité, c'est qu'il y a un coût à intégrer cette équité dans les modèles. Le coût, il est que, ok, là on a un modèle qui est vraiment bon, mais regardez ses performances brutes. Regardez notamment sa précision. On a totalement dégradé les performances brutes. On a un outil maintenant qui, en termes de précision, a plus souvent faux que bon. Lorsqu'il prédit que quelqu'un est au risque, la plupart du temps, c'est l'inverse qu'il faudrait considérer. Et ça, si on y réfléchit dans la philosophie des algos d'apprentissage, c'est immanquable de dégrader les performances brutes si on rajoute des contraintes. Vous aviez quelque chose sans contrainte d'équité tout à l'heure, qui avait la meilleure performance possible. Maintenant, vous rajoutez des contraintes, ben, à partir du moment où vous allez changer cette procédure de décision, vous allez forcément trouver quelque chose qui est moins bon. Et donc ça, c'est une question qui, à mon sens, n'apparaît pas souvent dans ce débat général sur les outils d'IA, la question de l'équité et de la discrimination. C'est que si on veut des outils, et je ne me positionne pas là-dessus, enfin je peux me positionner là-dessus, moi je pense qu'il faut des outils plus équitables, il faut prendre en compte ces questions d'équité, la performance brute n'est pas la seule, mais il ne faut pas oublier que prendre en compte ces contraintes supplémentaires, ça va au prix de faire baisser l'efficacité de ces outils. Et donc, est-on prêt, pour des raisons d'équité, à baisser les performances des outils qui ne sont déjà pas à 100%? Donc là, je laisse ouvert cette question, même si en même temps j'ai donné ma réponse, mais ma réponse n'est pas la réponse. Hop. Bien, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Là-bas. Sur la question de la métrique de l'équité, oui. Du coup, vous nous dites à la fin que est-ce qu'on serait prêt à choisir d'incorporer l'équité au modèle au prix de baisser la précision? Ouais. Mais est-ce que il ne faudrait pas plutôt se poser la question à quel moment, dans quel cadre on a vraiment besoin d'une équité? Parce qu'il y a des cadres, par exemple, médical où là, franchement, c'est pas du tout le souci, l'équité, mais plutôt le but, c'est de rechercher la précision maximale. Alors, très, très bon exemple médical, parce que ça rejoint l'autre élément. Ce qui me paraît particulier dans le cas médical, par exemple dans les campagnes de dépistage du cancer, on sait bien que ça se fait en plusieurs vagues, et que par exemple dans les premières vagues, dans celles qui sont automatiques, vous savez, quand vous avez un certain âge, vous ne le savez pas, vous, mais à partir d'un certain âge, on vous fait faire des campagnes de dépistage, parce qu'on sait très bien qu'il faut les détecter tôt. Et donc il n'y avait aucun signe avant-coureur, on vous fait des premiers tests. Ces tests-là, ce qui est très important du point de vue de l'utilité de ces tests, c'est qu'on ne loupe pas des gens qui sont en train de développer le cancer. Donc le recall doit être maximal. Le prix d'avoir un recall, donc une sensibilité maximale, c'est de faire baisser la précision. Parce que c'est vraiment deux visions orthogonales. Mais c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont positifs à ce test alors qu'en fait ils ne sont pas en train de le développer. Pourquoi c'est pas grave? Pour deux raisons. D'abord parce qu'on va faire un second test beaucoup plus précis. Donc on a toute la population française, on les fait, enfin la population française qui doit passer ces tests, donc c'est 400 000 personnes par an. Sur ces 400 000 personnes, on en récupère, je dis des chiffres qui sont n'importe quoi, peut-être 20 000, peut-être c'est trop, je sais pas, 20 000. Sur ces 20 000, il y en a peut-être 3 000 qui en fait sont pas en train de le développer. C'est pas grave, ce qui est important, c'est que sur les 400 moins 20 000, il n'y ait pas des gens qui sont en train de développer. Et ceux-là, on va leur faire un test supplémentaire, plus intrusif, et on va se rendre compte qu'ils ne sont pas positifs. Alors psychologiquement, le temps entre les deux est compliqué, mais ce qui est important, c'est ça. Et là, il n'y a pas de problème, si vous voulez. Et pourquoi il n'y a pas de problème? Notamment parce que pour moi, le médecin,
il est en phase d'expertise. Lui, il le sait très bien. Moi, j'ai vu ça chez quelqu'un de proche, en fait. Moi, j'ai pas vécu encore ces tests, mais j'ai connu quelqu'un de proche qui a été positive au premier test, que évidemment ça a paniqué, mais le médecin, lui, il n'était pas en panique. Il a dit, attendez, avant de paniquer, parce qu'en fait, la réalité de ces tests, c'est ça, ce que je viens de dire, et on va faire un deuxième test. Et ce qui me semble important là, c'est que lui, le médecin, il est en position d'expertise. Il connaît, il sait très bien cette histoire de faux positifs et faux négatifs. Il sait très bien comment réagir l'outil. Ce qui n'est pas le vrai dans le cas des juges. Et le cas des juges, là, d'un point de vue psychologique, est beaucoup plus en état de dépendance. Il a devant lui une feuille, ce qu'on appelle le Compass Sheet, la feuille Compass, avec un score. Le Compass s'est rendu compte que ce n'était pas très utilisé par les juges au début, donc ils ont fait plus que ça. C'est une feuille qui est verte si vous avez un score entre 1 et 3, grise entre 3 et 7, et rouge entre 7 et 10. Et le juge, c'est ça qu'il a. Il a une feuille rouge avec marqué 8. Risque de récidive 8. À quel point il est en capacité de se détacher de ce score, eh ben il l'est s'il connaît ces phénomènes-là, s'il sait ce qui se passe quand on regarde comment est calibré cet outil et quelles sont les proportions de faux positifs et négatifs et comment ça se répartit dans la société. En l'occurrence afro-américain et blanc, mais il pourrait y avoir d'autres manières de réfléchir. Pour moi, elle est là la question importante. Le fait que l'outil ne soit pas équitable d'un point de vue métrique n'est pas grave si on a connaissance de cette inéquité métrique et si on est capable de la contextualiser. Mais vous avez raison, c'est exactement ce genre de questions qu'il faut se poser, plutôt qu'une recherche exhaustive d'égalité parfaite. Je suis assez d'accord. Pourtant, il me semble avoir lu que même dans le cas médical, c'était remis en cause. Justement, à cause des effets psychologiques, j'ai lu des articles. Oui, ça a des effets psychologiques. Mais je pense disant que remettant en cause les campagnes d'épistage en disant justement c'est un coût, le fait d'avoir. C'est vrai que c'est un coût. Et que c'est un coût, des argumentations allaient dans l'autre sens. Mais là, il faut en débattre. Là, pour le coup, alors, je suis encore moins en position d'expertise. Donc, déjà, sur le droit, je ne suis pas hyper solide. Moi, je suis informaticien. Hein. Mais alors, dans le médical, encore moins. Mais je pense que la question, malheureusement, elle se pose qu'est-ce qu'on fait à l'échelle d'une société? Comment est-ce qu'on fait des campagnes de dépistage suffisamment peu cher pour que ça fonctionne, suffisamment bien ciblé, suffisamment efficace, et comment est-ce qu'on incorpore les coûts, notamment psychologiques. Je suis assez d'accord, ces coûts psychologiques, ils existent, ils sont là. Tout en haut, j'ai l'impression. Demain. Vous avez dit que tous les juges, c'est ça, étaient équipés de Compass. Tous les tribunaux, ouais. Tous les tribunaux. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Compass utilise à l'avenir des données qui ont été elles-mêmes influencées par Compass et ça va diverger? C'est marrant parce que vous voyez ce formulaire-là que je vous ai montré, en fait, c'est un formulaire qui existe depuis les années 20 aux États-Unis, mais qui a été complètement détourné pour l'utilisation actuelle. En fait, au départ, c'était des gens qui étaient condamnés, qui étaient en prison, mais dont on voulait détecter au sein de la population carcérale aux États-Unis les éléments qu'on pouvait réinsérer avant la fin. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait ces critères moraux, entre autres, c'est comme ça qu'ils le justifient, c'était pour voir si la position morale des individus avait un petit peu évolué. Et donc, ces tests-là servaient à détecter, à la main, je dirais, les individus que l'on pouvait sortir un petit peu avant la fin de leur peine pour commencer à les réinsérer. Et c'est pour ça qu'ils les utilisent, c'est qu'ils ont 60 ans d'arriérés de formulaires uniformes sur lesquels ils peuvent faire l'apprentissage. C'était quoi votre question? Je suis parti sur un autre truc. Oui, mais bien sûr, on le sait bien. Alors l'autre cas que l'on connaît très bien, c'est le cas de Predpol, qui est un logiciel d'aide de déploiement des forces de police, là, qui est utilisé un peu partout, mais encore une fois de façon un peu première aux États-Unis. Donc l'idée c'était quoi? Les forces de police disent en fait on déploie toujours les forces de police aux mêmes endroits, il y a des biais discriminatoires qui sont humains, les gens vont toujours dans les mêmes quartiers, les policiers vont toujours dans les mêmes quartiers, on va rationaliser ça, on va utiliser un outil d'IA qui va nous permettre d'apprendre où ont lieu les crimes et les délits pour déployer les forces de police de manière objective aux bons endroits. On fait ça, et donc on a pu mesurer, là pour le coup on a des outils qui nous montrent qu'on a renforcé les discriminations alors qu'on voulait au départ on voulait être performant, faire diminuer le nombre de délits et de crimes, et en plus diminuer la discrimination, alors on a renforcé. Pourquoi? Pour ce que vous n'avez dit là. Vous faites une prédiction, l'outil fait une prédiction, il dit c'est là qu'il y aura des crimes et des délits. Vous déployez vos forces de police là-dedans. Puis ensuite vous allez regarder où ont lieu les crimes et les délits. Mais où est-ce qu'ils sont, par qui ils sont observés les crimes et les délits? Par les policiers. Et où est-ce qu'ils sont? Là où vous les avez déployés. Donc évidemment, il y a une forme de réalisation autoprophétique. On prédit que c'est là qu'il y a des crimes. On déploie les gens qui vont observer où ont lieu les crimes. Ils les observent là où ils sont. Et ça nourrit, comme vous le dites, l'algo qui en retour se dit en fait, oui, j'ai bien fait les déplacer parce que c'est là qu'ils ont eu lieu et pas ailleurs.
Et donc, on va renforcer, on est dans ce qu'on appelle les boucles de rétroaction, et vous savez sûrement que les boucles de rétroaction, il y en a 2 types, il y a les positives et les négatifs. Donc les négatifs, c'est celles qui permettent d'avoir une forme d'homéostasie, d'équilibre. Les positifs, celles qui permettent la divergence. Bon, ben là, c'est un cas positif. On est dans une boucle de rétroaction positive. Donc la moindre variation initiale va être renforcée. Et cerise sur le gâteau dans le truc ubuesque, c'est que quelles données on a données? On a donné les enregistrements passés. Et l'argument même des forces de police, c'est de dire mais ces données-là, elles sont biaisées, elles sont discriminatoires parce qu'on déploie toujours au même endroit. Et ben apprenons avec de l'IA où ont lieu les crimes et les délits pour ensuite renforcer ça. Bon. Donc vous avez raison, oui, c'est un phénomène qui est très fort, oui. Bien sûr, il y a des effets de renforcement. Ouais. Encore une question. Est-ce que la quantification incertitude pourrait apporter une solution au sens où on évite de trop réduire les performances de nos modèles en termes de prédiction, etc. Et en même temps essayer de tendre vers une équité via justement cette information supplémentaire qui va être pas seulement juste une prédiction, mais un set de prédictions ou un intervalle d'incertitude. Oui. En fait, quand je disais que les techniques modernes, là, je me suis concentré sur les faits de contrôler l'équité, parce que maintenant on cherche non plus à avoir une équité parfaite, égalitaire, mais on se donne soit epsilon, aussi petit qu'on veut, est-ce qu'on est capable de contrôler? Donc c'est ça que j'évoquais. Mais dans ce panier-là, il y a tout un tas de techniques actuelles, beaucoup plus modernes, qui prennent en compte ce genre de choses. Je ne suis pas assez expert sur ces techniques-là pour répondre, mais clairement, il y a des gens plus experts que moi dans la salle, je pense. Mais clairement, oui, on a des sets de techniques qui nous permettent justement d'incorporer l'équité, mais pas comme je l'ai évoqué brutalement, c'est-à-dire comme une contrainte en plus qui va juste dégrader, mais qui va l'intégrer, mais d'une autre manière. Pas en termes d'objectifs, de fonctions objectives, mais d'une autre manière. Et oui, c'est ça qu'il faut faire, clairement. Je suis assez, oui. Pour revenir sur l'exemple des avocats, si on est au courant que... non, je voulais dire les juges. Si on est au courant qu'ils n'ont pas les compétences, justement, par rapport à ce que vous avez dit, pourquoi on ne met pas des choses en place pour les rendre compétents? Moi je participe par exemple à des formations à l'ENM, qui est l'École nationale de la magistrature. On tente de former les juges, mais on part de loin, parce qu'ils n'ont pas typiquement, c'est pas des formations scientifiques. Et donc il faut rattraper un peu tout le retard, il faut expliquer déjà ce que c'est qu'un algorithme, et ça prend déjà du temps. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place. Je pense que malheureusement c'est un effort qui est beaucoup plus, c'est un effort de fond. C'est-à-dire que l'éducation à l'informatique, aux sciences en général, ici à l'informatique, à l'IA en particulier, ça se décide pas comme ça sur une formation de 60 heures. Ça veut dire qu'il faut intégrer ça beaucoup plus tôt dans des cursus, notamment il faut qu'il y ait des cours, ça se fait maintenant, puisque vous savez que maintenant il y a la spécialité informatique par exemple au lycée, à partir de la première, le bac peut être passé sur NSI, numérique et sciences informatiques, donc ça commence à arriver en fait, mais c'est tout récent. Donc oui, mais le coût est énorme. C'est-à-dire que si vous me demandez à moi, je crois beaucoup en la médiation et en l'éducation, donc je pense qu'il faut le faire, mais c'est des coûts monumentaux, parce qu'il faut vous ne savez pas qui seront les prochains juges. Donc si vous voulez que les prochains juges soient équipés, il faut former toute la population, pour que ceux qui vont être juges soient équipés, outillés intellectuellement, à ce que c'est que l'informatique. Alors peut-être pas à l'IA de manière aussi forte, mais il faut donner un socle de connaissances suffisamment robuste pour que ceux qui vont devenir juges aient les outils intellectuels pour comprendre ça, en étant formés bien sûr de manière ad hoc. Et ça, ce sont des choses qui se font. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a au sein des établissements qui forment, donc typiquement l'ENM en France, il y a une volonté de le faire, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Donc ils n'ont pas l'expertise interne, donc ils font appel à des experts comme moi, par exemple, et d'autres, pour venir former les juges, mais ils n'ont pas de cursus complet, et puis ils dépendent du background des gens qui arrivent à l'ENM, et qui se forment pendant 2 ans. Et donc ça dépend de comment on a formé les gens avant. Et donc c'est des échelles beaucoup plus grandes que juste une formation en continu ou des choses comme ça. Je sais pas si ça répond. Oui, mais du coup, ils utilisent des outils dont ils n'ont pas les capacités pour les utiliser. Alors pourquoi ne pas juste repousser ça en attendant de former? Alors en France, c'est pas fait. En France, on n'a pas pénétré les tribunaux, justement. C'est les cabinets d'avocats qui achètent ces solutions-là. Quand je discute avec des gens qui les utilisent, ou quand je les vois présenter, ils disent que c'est utile. Et ça peut-être, faudrait discuter plus précisément avec eux, mais il y a 2 choses que je perçois. D'abord, en tant que représentant d'un cabinet d'avocats qui a investi dans l'utilisation, le déploiement de ces techniques, il me semble un petit peu contraint à tenir un discours de ça marche, c'est-à-dire que c'est difficile de dire à vos clients on utilise l'IA mais en fait on n'arrive pas à s'en servir, donc forcément ils ont un discours pro
Je ne sais pas à quel point c'est implicite et explicite, mais pro ces outils-là. Et en plus, ce que j'ai vu, c'est que ceux qui arrivent à l'expliquer, qui arrivent à effectivement le maîtriser, qui arrivent à être convaincants sur leur utilisation, c'est des gens qui ont été formés par les boîtes. Par exemple, Caselo Analytics, souvent, elle fait ça. Elle vend l'outil et puis elle va former les gens. Et elle arrive à le faire parce que l'échelle, je pense, pour l'instant, de ces sociétés-là, elle n'est pas énorme, donc ils peuvent se déployer aussi dans les sociétés pour accompagner l'apprentissage. Mais ça, leur manière d'accompagner, de former les gens quand ils achètent leur logiciel, ça ne marche pas à une échelle d'une société. Et donc ça ne répond pas vraiment à la problématique. Pour le cas des juges, ça a été beaucoup observé aux États-Unis. Pendant longtemps, les juges, en fait, ils avaient ce score Compass, mais ils ne l'utilisaient pas. Quand les enquêtes de terrain qui allaient faire de la sociologie sur la manière dont les juges prenaient les décisions, les juges disaient on ne s'en sert pas. Maintenant, c'est moins le cas. Ils s'en servent un peu plus. D'accord, merci. Merci Fabien. Une question, Nicolas. Oui, c'était peut-être plus un commentaire qu'une question. Moi, je suis assez passionné aussi par l'histoire de Compass. Et je voulais mentionner qu'il y a un travail récent de d'il y a moins d'un an à peu près, d'économistes américains qui justement mettent en avant un usage positif de l'IA générative justement sur le cas Compass. Parce qu'en fait, il semble que dans la décision des juges, finalement, ce qui pèse beaucoup, c'est les photos des prévenus. Ouais. Les fameuses photos que tu en as montrées tout à l'heure. Ouais. Et donc, ils essaient de comprendre quelles sont finalement les caractéristiques dans les photos qui sont discriminantes. Okay. Et ce que ça semble révéler, c'est que c'est pas forcément lié à des choses qu'on connaît, c'est-à-dire c'est ni les choses évidentes que tu as mentionnées, c'est-à-dire la caractéristique démographique comme la race, etc., ou des choses qui seraient documentées dans la littérature, en psychologie, mais c'est d'autres caractéristiques qui sont interprétables et que visiblement l'IA générative arrive à découvrir quelque part. Donc ils mettent en avant cette propriété dans ces phases un peu exploratoires et qui peuvent être intéressantes aussi pour d'autres problématiques avec des données complexes. Okay. Et c'est lié du coup à des biais cognitifs, c'est ça ? Il faudrait regarder de près, mais en tout cas, ça peut éclairer la discussion aussi sur qu'est-ce que ça veut dire former les juges. Il y a aussi peut-être des choses qu'on ne sait pas, alors, tu vois ce que je veux dire ? Alors, en fait, une des utilisations, pardon, je finis là-dessus, après je prends la parole, mais ça me fait penser, en fait, vous voyez ces outils, là où ils me paraissent particulièrement performants, c'est en termes d'analyse. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire ressortir, de faire émerger ce qu'on appelle la normativité en droit, c'est-à-dire la régularité dans laquelle les juges prennent des décisions et de mettre en évidence les aspects des affaires qui sont les plus marquants. La question que je trouve qui se pose d'un point de vue d'un débat de société, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance ? Est-ce qu'on s'en sert pour prédire l'avenir ou est-ce qu'on s'en sert pour comprendre des pratiques juridiques, judiciaires, et essayer de les rééquilibrer si besoin ? Et donc, est-ce qu'elles ne sont pas utiles en premier lieu pour faire apparaître ces biais qui, comme tu le dis, l'IA est tout à fait capable de détecter des choses qui ne sont pas connues. Ce qui est plus problématique que je mettais en évidence ici, c'était le passage à l'autre partie. C'est de dire que cette connaissance, cette régularité qu'on observe, qui est massive, elle est tellement massive que c'est une régularité sur laquelle on va s'appuyer pour prendre une décision plus ou moins automatisée. Donc c'était plus là que se positionner. Mais oui, c'est des outils qui doivent être utilisés pour analyser la pratique judiciaire et l'homogénéiser un petit peu. C'est pas normal que l'on ne soit pas jugé pareil à Nice, à Paris ou à Marseille. Très bien, merci. Encore une petite question, non ? Si je reviens un tout petit peu sur ton théorème d'impossibilité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu disais, c'est une des conditions pour lesquelles il y aurait possibilité, c'est des tailles de groupe. C'est-à-dire que la répartition bleu-rouge, positif-négatif, c'est la même en fait. Donc les tailles ne sont pas les mêmes, mais la fraction de rouge sur bleu en rond et en étoile, c'est la même. Et donc ce serait pas. Oui, alors après c'est dérivé, mais là j'imaginais deux niveaux, j'imaginais une classification binaire. On peut pas imaginer constituer des données qui. Mais ça ne changera pas la réalité. Si la réalité de terrain fait que ce n'est pas les mêmes, mais là on tombe sur autre chose. C'est-à-dire que ce que répond, si on déplie le discours de Northpoint là-dessus, c'est de dire mais en fait la proportion d'Afro-Américains qui récidivent et qui ne se présentent pas à leurs tribunaux, c'est pas la même que les blanches. Mais si on réfléchit un peu, pourquoi ? Il y a des raisons sous-jacentes qui sont autres, qui sont structurelles, qui sont sociétaires, qui sont des biais d'enregistrement, de où sont ces délits, ces crimes. Donc tout ça est quand même intriqué. Mais en tout cas, si statistiquement vous n'avez pas dans le comportement la même prépondérance, alors vous n'aurez pas l'équité sur les trois facettes. Très bien.
On peut s'arrêter ici. On remercie Fabien encore une fois.